Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cet épisode spécial de Questions d'actu, épisode spécial Atlantic Dialogue, cette conférence de haut niveau organisée par le think tank marocain Policy Center for the New South. Pendant 3 jours, experts, décideurs, chercheurs, penseurs se sont retrouvés ici à Rabat pour discuter et analyser les sujets chauds de l'actualité. Nous profitons donc de la présence de ces experts pour leur poser des questions sur ce qui fait aujourd'hui l'actualité, mais surtout les potentiels impacts de ces événements marquants sur les semaines, les mois à venir. C'est un plaisir renouvelé pour moi que de l'accueillir aujourd'hui dans ce studio spécialement aménagé pendant les Atlantic Dialogues par Média TV. Il s'agit du directeur gouvernance et construction des institutions de l'État au sein des Nations Unies, Younes Abou Ayoub. Bonsoir et merci beaucoup de répondre à nos questions. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Alors, le sujet sur toutes les langues, et vous en revenez, il se trouve que vous revenez de cette région, c'est la Syrie. Au lendemain de la chute de Bachar el-Assad, êtes-vous confiant pour l'avenir de ce pays et, par ricochet, de la région? Écoutez, on ne peut que se réjouir que, disons, un système, disons, autoritaire a été dépassé par les événements, une chute rapide, que beaucoup ne s'attendaient pas à ce que ça survienne de sitôt. Mais je pense, loin des célébrations que je comprends chez les Syriens, je ne m'attends pas vraiment à des lendemains meilleurs, du moins pas sur le moyen terme. Je pense que ce qui s'est passé en Syrie créera ou fera le lit de encore plus de conflits à l'intérieur de la Syrie. Ça dépend bien sûr des décisions qui vont être prises par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui en Syrie. Mais vu comment le système de Bachar el-Assad a été renversé, vu la mosaïque ethnique et religieuse de la Syrie, vu le contexte régional de la Syrie, le Liban, Israël, les Kurdes, la Turquie, je pense que c'est une recette qui va vers plus de chaos, malheureusement, que de stabilité. Vous êtes donc en charge de la construction des institutions de l'État. Je voudrais vous interpeller là-dessus. Est-ce que, quand vous dites à moyen terme, est-ce qu'on pourrait peut-être espérer, après la chute de Bachar el-Assad, c'est un régime qui a duré plus d'un demi-siècle, en comptant bien sûr aussi le mandat de son défunt père, est-ce que il pourrait y avoir une institution forte à même de gouverner toute cette mosaïque ethnique et religieuse en Syrie? Je pense que ce sera très difficile pour ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui de mettre tout le monde d'accord sur ce que serait l'avenir de l'État syrien. Je pense qu'un État central... Quand vous dites ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, vous pensez à Joulani? Joulani, bien sûr. Joulani déjà a pris les devants, il a nommé un gouvernement, un Premier ministre, sans l'accord, sans consultation avec le reste, la société civile, parce qu'en fin de compte, Joulani ne représente pas toute la Syrie. D'accord ? Une grande partie du mouvement de Joulani ne sont même pas syriens d'ailleurs. Donc ça, il faudrait peut-être le préciser et ne pas l'oublier. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas syriens, ils viennent d'où? Il y a une multitude de combattants qui viennent de Chine, les Ouïghours, il y a les Tchétchènes, il y a des Turkmènes, il y a aussi d'autres nationalités arabes. Et donc, c'est loin de représenter une révolution purement syrienne. C'est le fruit de quelque chose qui vient de 2011, d'une guerre régionale internationale par proxy, d'où l'intervention de la Syrie en 2015, des Iraniens et d'autres forces. La Turquie est un acteur principal dans ce qui s'est passé. Joulani est un acteur qui représente indirectement les intérêts de la Turquie et d'autres pays de la région. On aura un problème déjà avec le Kurdistan qui essaye, le Kurdistan syrien, qui essaie maintenant de se forger une place dans cette nouvelle Syrie. Ça ressemblera presque à ce qui s'est passé en Irak après la chute de Saddam Hussein. Est-ce que ça va se faire sans écoulement de sang ou pas? Ça reste à voir. Il y a d'autres composantes de la société syrienne. Vous pensez que le sang va continuer à couler même après? Malheureusement. J'espère que j'ai tort dans ce que je prévois, mais vu
les conditions de la région, je pense que oui. Et il y a bien évidemment quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'ennemi juré de la Syrie éternelle, Israël, ne permettra pas la naissance d'un État syrien centralisé et fort. Et on voit déjà les prémices de ça. Il y a plus de 350 raids aériens qui ont détruit, décimé l'armée syrienne, décimé les ports, les infrastructures de la Syrie, c'est-à-dire tout ce qui est la base du développement demain de l'État syrien, économiquement. Mais déjà, il est à genoux, il est à terre, elle est à terre, cette économie. Absolument. Qu'est-ce qu'on peut encore en détruire? On détruit les bases qui pourraient, ou le moteur qui pourrait faire l'économie, la société syrienne de demain. C'est-à-dire, pour Israël, c'est important que la Syrie reste un pays affaibli, institutionnellement, en conflit avec soi-même, du moment que ça ne déborde pas au-delà de la région et touchant la sécurité intérieure d'Israël. Israël est intervenu maintenant en Syrie, elle est présente, l'armée syrienne est présente en Syrie, pas très loin de Damas, ce qui était impensable il y a quelques semaines. Et l'ONU? Écoutez, l'ONU... Vous en revenez, vous étiez en Syrie. Oui, la région, Vous étiez en Syrie il y a quelques jours à peine, Younes Abou Ayoub. Tout le monde a été dépassé par ce qui s'est passé. Même l'ONU? Même l'ONU, oui, parce qu'on ne savait pas, on ne s'attendait pas à ce que ça survienne aussi rapidement. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de combat, il n'y a pas eu de... Ce qui s'est passé, c'est qu'on a remis les clés aux forces de Joulani, tout simplement. Maintenant, demain, ou après-demain, on saura, il n'y a pas de résistance, non. L'armée n'a pas combattu. Vous me diriez pourquoi? Je vous dirais il y a plusieurs raisons. Déjà, il n'y a plus le moral pour combattre. Après plus d'une décennie de guerre au sein du pays, le pays était à genoux. Vous savez que je vous disais tout à l'heure qu'un soldat syrien touchait l'équivalent de $7 par mois. Donc la corruption était rampante au sein du système. Pauvreté, inflation, dévaluation de la lire, tout ce que vous voulez. Donc c'était un pays vraiment en déliquescence. Donc il a suffi de pousser d'un doigt et le château de cartes s'est écroulé. Surtout que les Russes également et les Iraniens qui voulaient intervenir pour soutenir, mais c'est déjà trop tard. Parce que ce qui devait être fait après les accords d'Astana, en réforme institutionnelle, constitutionnelle et sécuritaire, n'ont pas été faits. Astana en 2017, oui. Il me semble. Mais il y a un acteur dont on parle très peu, c'est l'Iran. Est-ce qu'aujourd'hui l'Iran sort totalement perdant de la chute de Bachar al-Assad? Je ne dirais pas totalement, mais certainement très affaibli. Parce que ce qui a fait l'aura et le pouvoir de l'Iran sur le plan régional, c'était justement cet axe, ce qu'on appelle l'axe de la résistance, pour ceux qui voient ce qui se passe comme étant une résistance vis-à-vis d'Israël. C'est-à-dire le Hezbollah au Liban, les Houthis plus tard au Yémen, l'Irak après la chute de Saddam Hussein. Ça, c'était la base de la projection régionale de l'Iran. Certainement, avec la chute de la Syrie, c'est un coup... je ne sais pas si l'Iran va se relever de ça ou pas. Est-ce que l'Iran va pouvoir reconstruire un nouvel axe ou bien elle va devenir juste un acteur de moindre importance sur le plan régional en faveur de la Turquie qui maintenant se projette comme le grand gagnant de ce qui s'est passé en Syrie et bien évidemment Israël. Alors, en parlant d'Israël, la Palestine, quel pourrait être l'effet indirect de la chute de Bachar al-Assad sur le dossier palestinien et aussi, puisqu'on parle du Liban, sur le Hezbollah et l'avenir finalement de la présence iranienne dans cette région et du conflit israélo-palestinien, peut-être au lendemain de ce changement radical dans cet échiquier au Proche-Orient. Je pense que pour les Palestiniens, d'aucuns ont comparé ce qui s'est passé avec 1967. Moi, je pense que c'est quelque chose qui dépasse même 1948. C'est un changement radical de la situation en Palestine. Je pense que la Palestine est en train de disparaître sous nos yeux. Le projet du Grand Israël est en train de prendre forme. Après le 7 octobre, 14 mois presque de résistance palestinienne et maintenant à la fin. Ils sont épuisés, ils ne peuvent plus continuer. Et je pense que le plan ou l'idée même sur laquelle Oslo a été bâti, c'est-à-dire la question des deux États, est finie. Le Knesset israélien l'a bien dit, il a approuvé l'idée ou la résolution qu'il n'y aura plus d'État palestinien.
Et maintenant, aujourd'hui, on sait déjà bien que Hamas a accepté les conditions, quelques conditions d'Israël, la présence par exemple de l'armée israélienne à Gaza de manière permanente. Je pense que la prochaine étape, ce sera la Cisjordanie. La Cisjordanie Absolument. a annexé totalement Israël? Une grande partie. Déjà, plus que le tiers est déjà pris. Je crois que c'est la fin de l'autorité palestinienne, à mon avis. Au moins comme on la connaît aujourd'hui. Mais Israël n'a pas vraiment de problème. Enfin, je mets le mot entre guillemets de problème avec l'autorité palestinienne. Leur problème, c'est le Hamas. Non, c'est pas vrai. Non, absolument pas. Netanyahou l'a bien dit. Il n'a jamais voulu d'une autorité palestinienne. D'ailleurs, il faut relire les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo n'ont jamais parlé d'État palestinien. Et ça, c'est la grande erreur de la signature de Yasser Arafat à cette époque-là. Et l'idée que les accords d'Oslo ont prévu, à la fin d'un processus qui est très long, plus de 30 ans, un État palestinien, ce n'était pas vrai. C'était une administration locale palestinienne. Ce n'est pas un État palestinien. Et donc, ce qu'on va pouvoir voir dans les années à venir sur le moyen terme, peut-être une sorte d'administration locale, un peu à la Batoustan de l'Afrique du Sud à l'époque. Mais si ce processus continue, et à mon avis, il continuera s'il n'y a pas une résistance qui naîtra de ces cendres, Gaza sera complètement annexée, la Cisjordanie aussi, et la grande question, c'est le nettoyage ethnique à l'intérieur d'Israël, c'est-à-dire les Palestiniens de 1948, qui, selon le projet de Netanyahou et ceux qui pensent comme lui, vont ou devraient être envoyés au sud du Liban. Mais quand on voit le nombre d'armes aujourd'hui qui circulent en Syrie avec toutes ces factions-là, et ce nouveau front ouvert par Israël sur la Syrie, est-ce que ça ne risque pas d'impacter aussi est-ce qu'il n'y aurait pas une résistance qui pourrait venir de cette région-là, de la Syrie? Voilà, l'histoire est intéressante parce que souvent, on essaie de créer un contexte qui nous est favorable. Sur le court et moyen terme, ça peut marcher. Mais on ne sait pas ce qui pourrait se passer sur le long terme. Je vous donne quand même un exemple, ce qui s'est passé en Irak après la chute de Saddam Hussein. Pendant quelques années, tout le monde était content, c'était le nouvel Irak, démocratique, développé. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Une nouvelle résistance est née contre l'occupation américaine, contre la présence d'Israël en Palestine. On a bien vu ce qui s'est passé l'année dernière, le soutien des mouvements de résistance irakienne. C'est très possible que dans quelques années, naîtra une nouvelle résistance au sein de la Syrie d'aujourd'hui, une Syrie qui sera affaiblie, mais qui fera aussi le lit d'un nouveau mouvement. Quand ça va se passer, on ne sait pas. Mais je pense très très fort que ça finira par arriver. Parce qu'on ne peut pas effacer une culture millénaire, une culture politique du parti Baas, une arabité très 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 ancrée au sein de l'inconscient ou de la conscience collective syrienne. Et l'ennemi juré depuis toujours des Syriens a été Israël. Je pense que ce n'est pas facile et il serait naïf de penser que du jour au lendemain on va créer un nouveau citoyen syrien qui oubliera tout ça. Vous parlez d'avenir, ça m'interpelle sur notre région, sur notre continent, Younes Abou Ayoub. Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet papillon de ce qui s'est passé aujourd'hui en Syrie? C'est un game changer pour toute la géopolitique certainement du Moyen-Orient. Mais qu'en est-il pour l'Afrique? Est-ce qu'il pourrait y avoir un effet papillon ou des impacts indirects sur notre continent, sur certains pays de notre continent? Et si oui, comment? C'est très bien que vous parliez de ça parce que souvent, on a tendance à voir les événements de l'histoire comme étant des événements un peu isolés. Or, les événements de l'histoire, surtout lorsqu'on lit l'histoire sur la longue durée, c'est un puzzle. Peut-être qu'on ne voit pas tout de suite les points de rattachement entre tel et tel événement, mais ils sont tous attachés. Par exemple, ce qui s'est passé en Syrie et avant ce qui s'est passé le 7 octobre est en directe relation avec ce qui se passe beaucoup plus loin en Europe, avec la guerre Ukraine-Russie. C'est les balbutiements du nouveau monde qui peine à naître, malheureusement. Et je pense que l'année dernière, lorsqu'on a eu cette discussion, plus ou moins en décembre, je crois, ou en novembre, vous avez dit qu'on est dans une phase où il y aura énormément de conflits dans le monde et que... Vous aviez malheureusement raison. Et donc, je pense que tout cela continuera. L'effet qu'il aura sur l'Afrique, il n'y aura pas ricochet, pas seulement le fait qu'il y aura peut-être des conflits, mais la question n'est pas là, c'est que on parle de développement, on parle d'économie, on parle d'un nouveau modèle sur le plan global. Mais il y a des pays, justement,
dont le régime ressemble beaucoup à celui de Bachar el-Assad. Absolument. Est-ce que ça ne risque pas, et ce sont des alliés historiques de Bachar el-Assad, sans les nommer, je sais que vous êtes aux Nations Unies, mais cela ne risque-t-il pas de déstabiliser ces nations? Je pense qu'il y a un grand risque, ils le savent. Je pense que l'Afrique, on a vu ces dernières années ce qui s'est passé, les coups d'État dans quelques pays subsahariens, le retour d'une sorte de nationalisme, panafricanisme. Je pense que ça va continuer parce que les sociétés d'Afrique se rendent compte que les promesses qu'on leur a faites pendant très longtemps après l'indépendance ne se sont pas concrétisées. Pire encore, c'est que les choses sont en train de reculer sur le plan de la gouvernance, problème de développement économique ou autre. Sur le plan géopolitique, je pense que si on ne fait pas attention, on pourrait voir une sorte de remake de la grande guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, Irak-Iran, dans des grands États de notre région. Et ça serait très dangereux. Il va falloir faire attention à ça. En parlant d'indépendance, quand on voit une initiative comme l'initiative Afrique-Atlantique, il y a tout juste presque jour pour jour, le 6 novembre 2023, Sa Majesté le roi Mohamed VI lançait ce projet ambitieux, fédérateur, d'une Afrique atlantique. Est-ce que ce n'est pas un moyen, selon vous, d'une nouvelle indépendance, de la gouvernance de la matière première africaine, ce qu'on regrette finalement que l'Occident ait pompé les ressources de l'Afrique et puis l'Afrique n'en a pas vraiment profité. Et là, avec cette initiative, dont ce gazoduc qui va être donc offshore et qui va profiter à 13 pays quand même, est-ce que cela ne va pas donner une nouvelle indépendance finalement à ces 20 pays de la côte atlantique de l'Afrique, en plus, rappelons-le, des pays du Sahel? L'idée de base, c'est ça. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à ces États-là d'utiliser leurs ressources, soit sur le plan national, soit aussi en commun pour créer les conditions idoines pour un développement de leur pays. Ça ne veut pas dire non plus qu'on va se détourner des relations méditerranéennes ou avec le Moyen-Orient ou autre. C'est un autre outil, une autre voie pour maximiser ses chances pour le développement. Ceci dit, il reste, est-ce que tous ces pays dont vous venez de parler sont sur la même longueur d'onde? La plupart, ils sont déjà engagés dans le processus des États de l'Afrique atlantique, sauf une exception que vous connaissez certainement, qui s'attache un peu à des idéologies, j'ai envie de dire, un peu obsolètes, compte tenu du passé. Qui persiste un peu dans la manière de gérer. Mais si on voit que la majorité des pays sont engagés dans ce processus de l'Afrique atlantique, qu'est-ce que change cela? Quel symbole renvoie-t-il à la communauté internationale pour adhérer aussi à ces projets? Parce qu'il faut bien les financer. Bon, en question de financement, il faut aussi... vous savez, il y a l'agenda 2030 qui va finir il nous reste 6 ans pour réaliser les objectifs du développement durable, les 17. Il y a parmi ces objectifs un angle très important, celui de l'autofinancement des États de leur propre développement. Parce qu'on a attendu pendant très très longtemps que les pays développés du Nord donnent 0,5% du PIB pour les pays en voie de développement. On n'a rien vu venir. On a attendu très longtemps aussi les investissements étrangers et directs, mais malheureusement, ils viennent toujours avec des conditions. Donc peut-être que cette vision-là, dont nous parlons aujourd'hui, pourra permettre de lever les ressources financières nécessaires au sein même de ces États-là pour conduire, pour diriger leur propre développement de manière souveraine et indépendante. Je pense que si on réussit à faire ça, donc on aura créé une nouvelle alternative au développement dont nous souffrons jusqu'à aujourd'hui. Mais si on continue dans le même schéma, d'ailleurs on en parlait tout à l'heure dans la séance, répliquer le même schéma et travailler dans le même cadre du développement comme on l'a connu jusque-là, je pense qu'on ne réussira pas. Donc, c'est une question de souveraineté, des décisions en commun, mais souveraines de ces États-là pour eux-mêmes conduire et mettre en place une nouvelle voie de développement. Une nouvelle voie de développement et une démocratie qui soit construite sur un schéma individuel des pays africains, qui ne soit pas importé, dicté
par l'Occident. Et je pense que nous nous dirigeons vers cela aujourd'hui en Afrique. Je pense absolument, parce que une des gros problèmes, n'oublions pas que c'est que la démocratie moderne, ou l'État moderne, dans le sens modernité occidentale, n'a pas été un cheminement organique dans ces pays-là. Et donc l'État moderne qui est né en Afrique et dans plusieurs pays du Moyen-Orient, a été avec un choc frontal avec le colonialisme, avec l'impérialisme. Et donc il va falloir revoir ces schémas-là, parce que nos sociétés n'ont pas organiquement évolué vers cette évolution occidentale. Et donc aujourd'hui, on essaye de revoir tout ça. On n'est pas obligé d'être une copie de l'Occident. Est-ce qu'on peut imaginer une démocratie, ou même une gouvernance, parce que vous êtes directeur donc de gouvernance et construction des institutions de l'État au sein des Nations Unies, je le rappelle pour nos téléspectateurs. Et sur cet aspect de gouvernance, on parle de communauté régionale, mais vraiment purement économique. Est-ce qu'on peut parler d'alliances régionales qui ont cette approche de gouvernance et qui pourront résoudre des problématiques de gouvernance pour un pays en particulier qui fait partie de cette alliance? Absolument. Il y a une gouvernance régionale. D'abord, il faut partir d'une gouvernance nationale, parce que c'est très important, parce que c'est une décision souveraine à l'intérieur de soi-même. Mais au-delà de ça, on peut construire un modèle régional de gouvernance qui œuvre vers plus de liberté, plus de démocratie, selon le contexte et l'histoire de chacun. Et je pense que c'est possible. Par exemple, je vous donne un exemple. J'allais vous demander un exemple. Imaginons un pays A qui rentre en conflit avec sa société pour des questions constitutionnelles ou renouvellement d'un mandat présidentiel ou autre. Peut-être, si on crée cette mouvance ou cette organisation régionale, même informelle, on pourrait intervenir de manière pacifique, fraternelle, et aider à résoudre des situations comme ça pour éviter qu'il y ait un conflit violent. On n'est pas non plus toujours obligé d'aller chercher des solutions ailleurs, beaucoup plus loin de chez nous, qui malheureusement ont mis ont rajouté de l'huile sur le feu parfois, sciemment ou pas, et on finit par créer une dislocation de ces États-là. Je pense qu'on peut trouver, comme on peut trouver tout à l'heure, je vous disais, une solution alternative du développement qui nous convienne. On peut aussi trouver une solution alternative qui nous convienne pour régler nous-mêmes nos problèmes et, sur le plan régional, s'entraider pour créer une meilleure gouvernance. Alors, vous savez, il reste quelques jours pour que cette année 2024, aussi riche soit-elle en rebondissements, en événements assez inédits, se termine et commence une nouvelle année. Je ne peux m'empêcher de vous interpeller sur votre vision de 2025, Younes Abou Ayoub. Écoutez, je pense que 2025 sera un peu l'année des répercussions de 2024. Vous savez, l'histoire des sociétés et des peuples ne se mesure pas ou se compte pas par des années, mais par des générations. Je pense qu'on a vu ce qu'on a vu l'année dernière. Mais là, ce sont des événements qui sont passés, qui vont certainement impacter au moins une génération. Absolument. Vous avez 3 grands événements. La guerre, bien sûr, qui fait rage en Europe. La guerre qui est en train de décimer des États dans l'Asie de l'Ouest, ou ce qu'on appelle le Moyen-Orient. Et le retour de l'administration Trump. Ce sont trois grands événements qui vont certainement avoir une grande influence et un impact l'année prochaine. Je pense malheureusement, en termes de conflits, il y en aura encore plus. Je suis désolé de le dire. Je ne vois pas encore de signaux positifs qui me feraient croire que demain sera très pacifique, surtout dans notre région. Moyen-Orient, bien sûr. Moyen-Orient, parce que, comme on disait tout à l'heure pour la Syrie, ce sera de plus en plus le chaos qui va sortir, à mon avis, des frontières syriennes vers le Liban, vers l'Irak, peut-être même ailleurs. La Jordanie est vraiment devant un avenir. C'est le seul pays stable. Absolument. Pour le moment, dans toute la région. Ouais. C'est le royaume hachimite. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est un peu 1919. C'est 1919. Et comme les Africains disent, un dicton, si vous n'êtes pas à table, vous êtes certainement sur le menu. Et malheureusement, c'est le cas.
l'administration Trump arrivera avec un très grand succès sur le plan de la politique étrangère. Et ça permettra à Trump de pacifier, entre guillemets, cette région-là. Et ce sera des solutions à court terme qui donneront beaucoup plus de problèmes sur le long terme. Je ne veux pas finir ces discussions sur un ton pessimiste, parce qu'en fin de compte, je ne suis ni optimiste ni pessimiste. Je pense tout simplement que l'avenir se construit. Il ne suffit pas d'attendre et dire je sens ceci ou je sens cela. Ce qu'on va décider aujourd'hui fera notre lendemain. Malgré tous ces problèmes-là dans cette région et dans le monde, je pense sincèrement qu'il y a une opportunité pour créer un meilleur lendemain. Mais pour ça, il faut encore être sûr et avoir une vision de ce qu'on veut et œuvrer pour cela. En somme, je veux dire, la devise qui me guide dans ma vie toujours et ce que j'essaie de dire toujours aux gens autour de moi, c'est qu'il faut être toujours pessimiste de raison, mais il faut garder l'optimisme de la volonté. Ce n'est pas de moi, c'est de Gramsci, mais je compte... C'est de tous les Marocains, je pense, parce que le Maroc est engagé dans cette philosophie aujourd'hui. Absolument. Avec tous les projets de développement. Bon, j'espère que l'avenir ne vous donnera pas raison comme il vous a donné raison aujourd'hui sur vos projections de l'année dernière. Mais en tout cas, c'est toujours très, très enrichissant d'échanger avec vous, Younous Abou Ayoub, et de voir un peu comment les choses ont pu évoluer dans le passé, comment elles pourraient, quel chemin elles pourraient prendre, compte tenu de plusieurs paramètres qui sont tellement changeants à la minute près, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, toujours un plaisir, Younous Abou Ayoub. Merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview et cette émission que nous avons consacrée donc au grand changement de ce monde. Merci à vous. Voilà, donc c'était Question d'actu que nous avons tourné en marge des Atlantic Dialogues. Ils sont tenus ici à Rabat du 12 au 14 décembre. Nous avons profité encore une fois des experts, des éminents penseurs présents ici pour les interpeller sur ce qui se passe dans le monde et sur l'actu. Voilà, merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.